La pluie ne tombait pas. Elle s'abattait avec la fureur d'un ciel en colère. Chaque goutte, glaciale, transperçait ma fine veste chinée l'année dernière, trempant mon uniforme de serveuse qui collait à ma peau, lourd et inutile. Chicago en novembre révélait sa cruauté, mais ce soir-là, la météo avait une saveur personnelle. Mes baskets s'engorgeaient d'eau à chaque pas, produisant un clapotis désagréable entre mes orteils. Ma journée s'était achevée 2 heures plus tard que prévu, et le dernier bus était déjà parti. Cela signifiait 3 milles à parcourir dans des rues à moitié éclairées, accablé par la fatigue et la triste réalité que mes pourboires du soir ne suffiraient même pas à couvrir les courses de la semaine prochaine. Les réverbères n'étaient plus que des halos flous dans ce rideau de pluie. Mes cheveux, jadis coiffés avec soin pour le travail, pendaient en mèches désordonnées sur mon visage. Mes lèvres tremblaient, non seulement de froid, mais aussi du désespoir qui s'insinue quand on lutte trop longtemps et que le combat semble ne jamais finir. Continue d'avancer, me suis-je dit, ma voix étouffée par la tempête. Une voiture a filé à toute vitesse, projetant une vague d'eau sale sur mes jambes. Je n'avais même plus la force de maugréer. Mon corps était endolori après 12 heures passées à porter des plateaux, sourire à des inconnus et faire semblant de ne pas mourir intérieurement. Mes mains sentaient encore légèrement la sauce marinara et l'eau de Javel. C'est alors que j'ai remarqué les phares derrière moi ralentir, d'une manière trop délibérée. Le véhicule ne m'a pas dépassé à toute allure comme les autres. Il a glissé, noir, élégant, prédateur. Il a ronronné à mes côtés avec la patience d'un chasseur, observant une proie trébucher dans l'obscurité. La vitre teintée s'est abaissée avec une précision mécanique. Mademoiselle. La voix était grave, douce, avec un accent italien peut-être, ou quelque chose d'européen qui transformait chaque syllabe en soi. Vous allez geler en marchant sous cette tempête. Permettez-moi de vous offrir un raccourci. J'ai gardé la tête baissée, l'eau dégoulinant de mes cils, mes instincts hurlant plus fort que le tonnerre. Ne parle pas, ne t'arrête pas, continue de marcher. Je n'accepte pas les trajets d'inconnus, ai-je murmuré, juste assez fort pour m'entendre au-dessus de la pluie. La voix de ma mère résonnait dans ma tête, me venant de mon enfance. Ne monte jamais dans une voiture que tu ne connais pas. L'inconnu a ricané doucement, un son qui m'a glacé le sang d'une manière inexplicable. C'est une sage règle, mais les règles sont faites pour être transgressées sous certaines tempêtes. La voiture s'est mise à mon rythme. Je pouvais sentir son regard, perçant même à travers les ombres du siège arrière. Un éclair a déchiré le ciel, et pendant une fraction de seconde, j'ai aperçu son profil. Des épaules larges, une mâchoire anguleuse légèrement ombragée par une barbe de 3 jours, des yeux qui semblaient absorber la lumière plutôt que de la refléter. Une bague brillait à sa main, dorée, massive, capturant l'éclat de la tempête. Vous grelottez, mes dents claquaient, si violemment que je craignais qu'elles ne se brisent. Il n'avait pas tort. Je me suis serré plus fort, essayant de rester en mouvement. « Où allez-vous » a-t-il demandé, sa voix douce, calme. J'aurais dû me taire, mais la pluie avait pénétré mes os, entraînant avec elle tout bon sens. « Westfield Apartments » ai-je lâché, avant de pouvoir me retenir. Le regret m'a immédiatement serré la gorge. « Stupide, on ne dit pas à un inconnu où l'on habite. »« Ah » a-t-il dit comme s'il le savait déjà. Mon estomac s'est noué. Personne ne dit ça à moins d'avoir des informations. C'est sur mon chemin. Ce n'était pas le cas. Pas pour quelqu'un conduisant une voiture comme la sienne, pas pour quelqu'un dont le costume coûtait probablement plus cher que mon loyer. Le tonnerre a grondé si fort qu'il a fait trembler le sol. Mes jambes chancelaient, mes chaussures grinçaient, et pour la première fois cette nuit-là, la voiture noire ne semblait plus le plus grand danger. La pneumonie dont il m'avait averti me semblait plus proche. « D'accord », ai-je murmuré, le mot presque perdu dans la tempête. « Merci ». La porte arrière s'est ouverte en silence. C'est alors que j'ai remarqué les autres, le chauffeur, les yeux rivés sur la route, un autre homme sur le siège passager, tous deux immobiles, comme des statues. Aucun ne m'a regardé. Leur immobilité était, d'une certaine manière, pire que la curiosité. Je me suis glissé à l'intérieur, traînant des flaques d'eau avec moi. L'intérieur était chaud, dégageant des effluves de cuir, de tabac et de quelque chose de luxueux que je ne pouvais nommer. Une musique classique flottait doucement depuis des haut-parleurs dissimulés, étrangement apaisante face au chaos extérieur. L'homme à côté de moi a bougé. Plus âgé que je ne l'avais imaginé, la quarantaine peut-être, mais le genre d'âge qui le rendait plus fort, plus vif, plus dangereux. Son costume était si parfaitement ajusté qu'il semblait avoir été cousu sur lui. « Vous êtes peu trempé », a-t-il observé, appuyant sur un bouton.
Une cloison s'est levée entre nous et les hommes à l'avant, nous isolant dans une bulle privée. Il a tendu la main sous le siège et en a tiré une couverture pliée, douce et moelleuse. « Tenez, j'ai hésité. Je vais la gâcher. Elle peut être remplacée, a-t-il dit, comme si l'argent n'avait aucune importance, comme si tout pouvait être remplacé, sauf moi, peut-être. Je l'ai enroulée autour de mes épaules, la chaleur envahissant ma peau glacée. Mon corps a frissonné de soulagement. « Comment vous appelez-vous » a-t-il demandé, la voix patiente. « Émilie » ai-je dit après une pause. Ma voix a semblé petite, trop fragile dans ce monde de puissance et d'ombre veloutée. « Émilie Carter » Il a hoché la tête, comme s'il approuvait une décision dont je n'avais pas réalisé l'existence. « Vous pouvez m'appeler Adrien. Pas mon nom n'est pas « Je suis Adrien ». Vous pouvez m'appeler Adrien. Mon pouls s'est accéléré. « Merci, Adrien. Le plaisir est pour moi. » Ses yeux se sont posés sur moi, sombres et insondables, comme s'il cherchait quelque chose. La voiture roulait plus vite maintenant, glissant dans les rues avec une efficacité à peine audible. J'ai réalisé avec un sursaut d'appréhension que nous ne nous dirigions pas du tout vers Westfield. Les enseignes lumineuses que je connaissais, les trottoirs fissurés de mon quartier, s'éloignaient derrière nous. « Ce n'est pas le bon chemin, » ai-je dit, la panique transparaissant dans ma voix. « Non, » a-t-il acquiescé calmement, « ce n'est pas le cas. » L'air s'est épaissi entre nous. « Faites demi-tour, » ai-je exigé, ma voix s'élevant malgré mes tremblements. « Je dois rentrer chez moi. » Son regard est resté fixé sur le mien, inébranlable. « Chez vous » a-t-il répété, savourant le mot comme s'il ne m'appartenait pas. Un appartement avec des serrures cassées, des murs fins comme du papier, et des voisins qui ne vous entendraient pas crier. Est-ce vraiment là que vous voulez retourner ce soir? Ma gorge s'est nouée. Il ne devinait pas. Il savait. Comment savez-vous? Il a levé une main, me réduisant au silence. J'ai une meilleure suggestion. La voiture a tourné en douceur, comme de la soie, à travers des grilles en fer forgé que j'avais déjà vues, mais jamais ouvertes. Elles se sont fermées derrière nous avec une finalité qui m'a tordu l'estomac. « Que faites-vous » Ma voix s'est brisée. « Je vous offre un abri contre la tempête, un repas chaud, des vêtements qui ne sont pas trempés, du repos. Je n'ai jamais accepté. » Il s'est penché plus près, ses yeux brillants dans la pénombre. « Vous n'avez pas refusé. » Un autre frisson a parcouru mon corps. Pas de froid cette fois. La voiture a contourné une fontaine éclairée par en dessous, l'eau étincelante contre la tempête. Devant nous se dressait un manoir de pierre et de colonnes, dont les fenêtres éclairées brillaient d'une lumière dorée dans le ciel noir. On aurait dit qu'il avait été arraché à un autre siècle et déposé à Chicago. J'ai dégluti difficilement. Chaque instinct criait de courir, de m'échapper, de me battre. Mais les grilles s'étaient déjà refermées. La voiture s'était déjà arrêtée, et les yeux d'Adrien Moretti restaient fixés sur moi, patients, assurés, comme si j'avais été attendu depuis toujours. La portière s'est ouverte. La pluie et le vent se sont engouffrés, se mêlant à la chaleur intérieure. « Juste jusqu'à ce que la tempête passe », a-t-il dit doucement, une pointe d'amusement tirant sur ses lèvres. J'ai hésité, ma main figée sur la poignée de la portière. Étais-je sur le point de trouver la sécurité ou de plonger dans un danger dont on ne se relève jamais? La tempête m'a suivi à l'intérieur, s'accrochant à mes vêtements, dégoulinant de mes cheveux, formant une flaque sur le sol en marbre. Les portes se sont refermées derrière moi avec un bruit qui n'était pas fait de bois, plus lourd, métallique, définitif, comme le verrouillage d'une chambre forte. Je me suis figé. L'entrée s'étendait devant moi, tel le vestibule d'un palais oublié. Un lustre resplendissait au-dessus, ses cristaux projetant une lumière fracturée sur un plafond orné de scènes que je ne pouvais discerner. Mon appartement entier aurait pu tenir 2 fois dans ce hall. 2 hommes en costume ont surgi de nulle part, leurs pas feutrés par les tapis persans. L'un m'a retiré ma veste trempée sans un mot. L'autre m'a tendu une serviette dont je ne me souvenais pas avoir tendu la main. Ils se déplaçaient comme des ombres, silencieux, efficaces, habitués. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais les mots sont morts. Vous me pardonnerez la formalité. La voix d'Adrien est venue de derrière moi. Il avait déjà retiré son manteau, et même sans lui, sa présence emplissait la pièce. Il a fait un geste désinvolte vers le grand escalier, comme si j'étais une invitée de plus à un dîner mondain, et non une serveuse trempée arrachée à la rue. Cette maison a ses traditions. Mes chaussures ont grincé sur le sol quand j'ai bougé. Je n'ai pas accepté de rester ici. Vous avez accepté de ne pas discuter, a-t-il dit avec fluidité, comme si c'était la même chose. Vous vous reposerez cette nuit. Demain, si vous souhaitez toujours retourner à votre appartement, je ferai le nécessaire. J'ai voulu argumenter à nouveau, cracher que je ne lui faisais pas confiance, que tout cela sentait le piège. Mais mon corps m'a trahi. La chaleur de l'air,
la douceur de la serviette dans mes mains, la façon dont mes os engourdis cessaient enfin de me faire mal, tout cela a conspiré contre moi. Et puis est venu le frisson, non pas de froid cette fois, mais de fièvre. Mes genoux ont légèrement fléchi, assez pour qu'Adrien s'en aperçoive. Madame Langston, le nom était un ordre, et aussitôt une femme âgée est apparue en haut de l'escalier. Ses cheveux, argentés, étaient tirés en un chignon strict. Son uniforme était immaculé, amidonné, au bord plus tranchant que des couteaux. Elle est descendue avec la grâce tranquille de quelqu'un qui habitait cette maison plus longtemps que quiconque. « Oui, monsieur. » Sa voix était nette, polie, brève. Notre invité a besoin d'un logement. Invité. Le mot sonnait faux, comme si l'on appelait une cage un sanctuaire. Les yeux de Madame Langston m'ont balayé, non pas méchamment, mais pas chaleureusement non plus. Elle évaluait. Je me suis senti mise à nu sous son regard. « Par ici, mademoiselle Carter », a-t-elle dit, et elle a tourné sans attendre que je la suive. J'ai jeté un coup d'œil à Adrien, mais il parlait déjà à voix basse avec l'un des hommes en costume, le dos partiellement tourné, comme si ma décision n'avait plus d'importance. Mes jambes me portèrent à l'étage, à la suite de Madame Langston. Chaque pas résonnait faiblement dans le silence, et les murs semblaient me scruter. Des portraits d'hommes sévères et de femmes élégantes me fixaient depuis leur cadre doré, leurs yeux peints me suivant avec une étrange familiarité. Au sommet de l'escalier, un couloir s'étendait, long et silencieux. Mon reflet dansait sur les parquets lustrés, pâles et frêles face au luxe environnant. Madame Langston ouvrit une porte et s'écarta. « Ce sera votre chambre. » Le mot « chambre » ne lui rendait pas justice. C'était une suite. Un lit si grand qu'il pourrait accueillir 4 personnes, drapé de soie blanche, son cadre sculpté brillant de feuilles d'or. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur les jardins, leurs verres brouillés par la pluie. Un feu crépitait doucement dans un coin, projetant des ombres sur des murs tapissés de bibliothèques. Je restais figé, ma serviette serrée contre ma poitrine. Ce n'est pas nécessaire. Son expression ne changea pas. Monsieur Moretti insiste. Je n'ai rien demandé. Vous trouverez une chemise de nuit préparée sur la chaise, m'interrompit-elle sans hésiter. Vos chaussures seront séchées. Un médecin a déjà été appelé. Je clignai des yeux. Un médecin? Vous êtes malade. Elle l'affirma comme un fait, non comme une simple hypothèse. Il serait irresponsable de ne pas la soigner. Quelque chose céda en moi. C'est absurde. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas décider de choses pour moi. Je ne le connais même pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Les yeux de Madame Langston s'adoucirent imperceptiblement, comme la plus fine des fissures dans du marbre. Je comprends. Cela prendra sens avec le temps. Je détestais la manière dont elle disait cela, comme si elle connaissait déjà mes choix, mon destin, comme si mon futur était une pièce de théâtre dont elle avait lu le script des années auparavant. Je plaquai mon dos contre le mur, cherchant mon souffle. La chaleur du feu s'infiltrait en moi, apaisant ma colère, la remplaçant par l'épuisement. Ma vision se troubla un instant. « Vous devriez vous reposer », dit-elle doucement à présent. « Arguer ne changera rien ce soir. » Et sur ces mots, elle s'éclipsa, la porte se refermant avec un clic derrière elle. Je courus vers elle immédiatement. La poignée tourna, mais seulement à moitié. Verrouillée de l'extérieur. Mon estomac fit un bond. Je trébuchai jusqu'au lit et m'assis lourdement. La couverture de soie devint froide sous mes mains tremblantes. L'orage continuait de secouer les fenêtres, mais il n'était pas aussi bruyant que la tempête en moi. Hôte ou prisonnière, qui étais-je? Le feu crépita doucement, et je remarquai la chemise de nuit pliée sur la chaise. Soie bleu pâle, délicate garniture de dentelle. Mon nom, Émilie, brodé sur le col en fil d'argent. Un frisson me glaça le sang. Je n'avais dit mon nom complet à personne, ni à Madame Langston, ni aux hommes en costume, seulement à Adrien. Je pris la chemise de nuit, mes doigts tremblants. Le tissu était doux comme de l'eau contre ma peau. Trop parfait, trop précis. Quelqu'un avait planifié cela. Mon reflet dans le miroir me renvoyait un visage pâle et humide, serrant un vêtement qui ne m'appartenait pas, mais qui semblait m'attendre depuis toujours. Un coup à la porte me fit sursauter, sec et délibéré. « Mademoiselle Carter !» La voix de Madame Langston était étouffée par le bois. « Le médecin vous verra sous peu. » J'ouvris la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. La fièvre faisait tourner ma tête. Je laissai tomber la robe sur la chaise et m'effondrai dans le lit, le matelas m'engloutissant. La dernière chose que je vis avant de fermer les yeux fut la broderie qui brillait faiblement dans la lumière du feu, comme si mon nom avait été revendiqué par cette maison, tissée dans son étoffe bien avant mon arrivée,
Et juste avant que le sommeil ne m'emporte, je crus voir une ombre devant la fenêtre, trop grande, trop immobile pour être un arbre dans la tempête, qui surveillait. Je me réveillais au son de murmures, de voix basses. Pas les miens, pas dans mon rêve. Pendant une fraction de seconde, je crus être encore au café, mes collègues bavardant près de la machine à café, mais les rideaux de velours apparurent dans mon champ de vision, puis un plafond orné de constellations que je ne connaissais pas. L'air sentait le bois fumé et le cirage à la lavande, pas l'espresso brûlé ni le pain à l'ail. Les voix appartenaient à 2 personnes, l'une masculine, concise et professionnelle, l'autre féminine, polie mais ferme. « Elle a de la fièvre », dit l'homme. « Épuisement, très probablement. Premier signe de pneumonie, elle aura besoin de repos. »« Elle est têtue », répondit Madame Langston. « Je doute qu'elle accepte. » Le brouillard dans ma tête se dissipa suffisamment pour que je réalise que je n'étais pas seul. Mon corps se tendit. Je me redressai, mais le mouvement brusque fit pencher la pièce. Un verre d'eau vacilla sur la table de chevet, et je le rattrapai avant qu'il ne se renverse. Ma gorge était sèche, ma voix un murmure. « Quoi? Que se passe-t-il » L'homme se tourna vers moi, d'âge moyen, rasé de près, un stéthoscope autour du cou comme un insigne. Son costume n'était pas une blouse blanche, mais il était tout aussi autoritaire. « Mademoiselle Carter », dit-il calmement, comme si nous étions dans sa clinique et non un manoir où les portes se verrouillaient de l'extérieur. « Vous avez été surmenée, sous-alimentée et exposée aux intempéries. Votre corps a lâché. Vous avez besoin de 3 jours de repos au lit. Je serrai la couverture plus fermement autour de moi. 3 jours, je ne peux pas, je perdrai mon emploi. Vous perdrez plus que cela si vous vous effondrez à nouveau, répondit-il sans ciller. Les poumons ne pardonnent pas la négligence. Je ne vous ai pas demandé, lançai-je, bien que ma voix me brise. Non, dit-il, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Mon regard se porta sur Madame Langston. Elle ne bougea pas, ne scia pas, se contenta d'observer. Vous prendrez les médicaments, continua le médecin. Dormez, mangez, et quand vous vous réveillerez, vous vous sentirez plus forte. Il déposa 2 pilules sur la table de chevet, à côté d'un plateau d'argent qui n'y était pas auparavant. Un bol de bouillon fumant, du pain, du beurre, le genre de repas que l'on donne à une personne fragile. Mon estomac se tordit, non de faim, mais de suspicion. Comment savoir que ce n'est pas, je me retins, du poison? Le dire à voix haute semblerait fou. L'expression du médecin ne changea pas. Si M. Moretti voulait vous nuire, mademoiselle Carter, vous ne seriez guère dans des draps de soie. Les yeux de Madame Langston se plissèrent légèrement, l'avertissant. Le médecin rangea sa mallette et partit. La porte se referma d'un clic à nouveau. Je me tournai vers Madame Langston. « Pourquoi suis-je ici? Que veut-il de moi ?» Son visage était du marbre lisse. « Vous êtes en sécurité, c'est tout ce qui compte. »« En sécurité ?» Je ris, amer et brisé. Je suis enfermé, mes vêtements ont disparu. Un étranger connaît mon nom, mon adresse, probablement ce que j'ai mangé la semaine dernière. Ce n'est pas de la sécurité, c'est... La porte s'ouvrit avant que je ne puisse terminer. Adrien. Il entra comme si la pièce lui appartenait, ce qui, techniquement, était le cas. Mais sa façon de bouger rendait clair que la pièce ne m'appartenait pas non plus, peu importe le nombre de chemises de nuit brodées qu'il avait préparées. « Assez de questions pour ce soir, » dit-il doucement, bien que son regard ne me quittât jamais. « Vous avez besoin de repos. J'ai besoin de réponses. » Ma voix trembla, mais je la força à se stabiliser. « Pourquoi suis-je ici? Pourquoi moi ?» Il s'arrêta à quelques pas du lit, les mains jointes lâchement derrière le dos. Sa présence était écrasante, non parce qu'il était bruyant ou menaçant, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Parce que vous marchiez seul sous la pluie, la fièvre vous consumait, vous dirigeant vers un appartement où vous seriez invisible. Oubliée, morte en 1 semaine, peut-être. Je me figeai, il pencha légèrement la tête. « Êtes-vous en désaccord ?» Je le voulais, mon Dieu, je le voulais. Mais il avait raison à propos de l'appartement, des serrures cassées, des voisins qui n'auraient pas manifesté le moindre intérêt si j'avais crié. Mon silence devait suffire comme réponse, car sa bouche se courba en quelque chose entre un sourire et un rictus. « Vous voyez, » dit-il doucement, « parfois, nous connaissons les gens avant qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. » Ma peau frissonna. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'approcha, lentement et délibérément, comme un prédateur testant l'air avant de frapper. Cela signifie, Emily Carter, que j'en sais plus sur vous que vous ne le pensez. Mon pouls martelait dans mes oreilles. Comme quoi? Que vous avez 2 emplois pour vous maintenir à flot? Que vous envoyez toujours de l'argent à votre mère, même si cela signifie que vous sautez des repas?
que vous avez obtenu votre diplôme avec mention, mais que personne ne s'en est soucié, et que vous attendiez, que vous le réalisiez ou non, que quelqu'un vous voie. Je voulais le nier, le traiter de menteur, mais la façon dont ces mots me transperçaient ne laissa aucune place au doute. Ma gorge se serra. « Comment savez-vous? Comment savez-vous tout cela ?» Adrien ne répondit pas. Au lieu de cela, il plongea la main dans sa veste et en sortit quelque chose, une petite boîte. Il la déposa sur la table à côté du bouillon intact et recula. « Qu'est-ce que c'est ?» Ma voix faible. « Quelque chose qui vous appartient, » dit-il. Je fixai la boîte, la peur et la curiosité se disputant dans ma poitrine. « Ouvrez-la !» Mes mains tremblèrent en l'atteignant, en soulevant le couvercle. À l'intérieur reposait un bracelet, argenté, délicat, orné de saphirs qui captaient la lumière du feu. Il avait l'air ancien, somptueux, d'une incongruité saisissante face à mes doigts tremblants. Le fermoir portait une gravure, des lettres usées mais lisibles. Carter. Je me pétrifiais, presque mon nom. Je levai brusquement les yeux. Qu'est-ce que c'est? Les yeux d'Adrien s'assombrirent. Un éclair de quelque chose d'ancien et de dangereux y passa. Votre héritage. Les mots s'installèrent lourdement entre nous, plus lourds que les portes verrouillées, plus lourds que la tempête qui faisait encore rage dehors. Ma bouche devint sèche. Je ne comprends pas. Vous comprendrez, dit-il, la voix basse, définitive. Mais pas ce soir. Il se retourna, se dirigeant vers la porte. Attendez, ma voix se brisa. Vous ne pouvez pas, juste. Il s'arrêta, la main sur la poignée, sa silhouette nette se découpant contre la lueur du feu. Je peux, dit-il doucement, et je le ferai. Le verrou se referma d'un clic en partant, me laissant avec le bracelet qui brûlait dans ma paume comme un secret dont je ne voulais pas, mais que je ne pouvais pas lâcher. Je ne dormis pas. La fièvre s'était éteinte, laissant derrière elle une douleur lancinante dans mes os et un esprit qui refusait de se calmer. Je tournai le bracelet dans mes mains, encore et encore. Les saphirs captèrent la lumière du feu. Le nom gravé me hantait. Carter, si proche du mien, assez proche pour que ce ne soit pas une coïncidence. À l'aube, je m'étais convaincu que j'obtiendrais des réponses, ou que j'y laisserais la vie. Le verrou cliqua juste au moment où la première lumière pâle traversait les rideaux. Mon corps se tendit. La porte s'ouvrit et Madame Langston entra, équilibrant un plateau. « Petit déjeuner » dit-elle simplement, le déposant sur la table près de la fenêtre. « Je ne veux pas manger » rétorquai-je. « Je veux sortir. » Son expression ne changea pas. « Monsieur Moretti vous verra dans le solarium après que vous ayez mangé. »« Et si je refuse, il te verra quand même » répliqua-t-elle, son ton calme mais inébranlable. La porte claqua derrière elle tandis qu'elle s'en allait. Mes poings se serrèrent. La pièce, malgré la soie et la lumière du feu, me semblait rapetissée à chaque inspiration, comme si les murs eux-mêmes se rapprochaient. Quand on frappa de nouveau une heure plus tard, ce n'était pas Madame Langston, c'était lui. Adrien Moretti entra, vêtu d'un costume anthracite qui semblait absorber la lumière du matin. Sa présence occupait l'espace avec autant de naturel que le feu l'avait fait la nuit précédente. « Tu as l'air plus forte, » dit-il, son regard évaluait. « Tu vas m'expliquer. » Je brandis le bracelet, ma voix tremblante de peur et de défi. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi porte-t-il mon nom ?» Ses lèvres se courbèrent légèrement, comme s'il s'était attendu à ce que je pose la question. « Pas ton nom, » corrigea-t-il doucement. « Ton vrai nom ?» Mon estomac se serra. « De quoi parlez-vous? Je m'appelle Emily Carter. »« Carter » répéta-t-il, savourant les syllabes avec dégoût. Puis il plongea la main dans sa veste et en sortit une chose fine et usée, une photographie. Il me la tendit. J'hésitais, puis la lui arrachai des mains. Les bords étaient effilochés, les couleurs délavées, mais les visages étaient irreconnaissables. Un homme, aux cheveux foncés, avec le même menton obstiné que je voyais dans mon propre reflet. Ses bras passaient nonchalamment autour d'un Adrien plus jeune, tous deux debout devant une boîte de nuit, les néons flous derrière eux. L'homme souriait, insouciant, vivant. Mon souffle se coupa. « C'est mon père, » murmurai-je. Le regard d'Adrien ne quitta pas le mien. « James Carter ?»« Non, » rétorquai-je, le rouge me montant au visage. « Il s'appelait James Carter. Il est parti quand j'avais 5 ans. Je ne l'ai pas revu depuis. »« Parce qu'il a choisi de partir, » dit Adrien d'une voix égale. Il a choisi de couper le « ou » de son nom et les liens qui l'accompagnaient. Mais les noms, Miss Carter, ne s'effacent pas si facilement. La photographie trembla entre mes mains. « Vous mentez. » Il s'approcha, son ombre me recouvrant. « Est-ce que je mens ?» Je fixai l'image, le visage de mon père à côté du sien, une version de lui que je n'avais jamais connue,
plus dur, plus acéré, vivant dans un monde que je ne pouvais comprendre. Ma poitrine se serra. « Pourquoi me montrez-vous cela ? » ?»« Parce que votre père me devait une dette, » dit Adrien doucement. « Une qu'il est mort avant de pouvoir rembourser. » Le mot « dette » se logea comme une pierre dans ma gorge. « Quel genre de dette ?»« Celle qui ne disparaît pas quand un homme fuit, » répondit-il, ses yeux s'assombrissant. « Celle qui retombe sur le sang. » Je secouai violemment la tête. « Non, quoi qu'il ait fait, c'est son problème, pas le mien. »« Le sang ne demande pas la permission, » dit Adrien. Son ton n'était pas cruel, mais sans pitié. « Il exige. » Mes mains tremblèrent. « C'est fou. Je ne fais pas partie de votre monde. Je sers des crêpes et remplis des tasses de café. Je vis dans un taudis d'une pièce. Vous avez fait une erreur. » Son regard s'adoucit, mais ne faiblit pas. « Aucune erreur. Votre père savait que ce jour viendrait. C'est pourquoi il ne vous a rien laissé. Pour vous cacher, pour vous garder petite. » Des larmes me montèrent aux yeux, involontaires, brûlantes et furieuses. « Vous vous attendez à ce que je croie que mon père était une sorte de criminel ? Je m'attends à ce que vous croyiez ce qui est sous vos yeux, » déclara Adrien, sa voix basse et ferme. « Votre père était un homme de ce monde, un homme qui a tenté de s'échapper, et maintenant vous ne faites que porter ses erreurs, vous en subissez les conséquences. » Ma respiration devint haletante, ma prise sur la photographie se resserrant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. « Que voulez-vous de moi ?» Adrien m'observa un long moment, puis prit le bracelet de ma main et l'attacha autour de mon poignet avec une douceur surprenante. « Non pas ce que je veux, » dit-il, « ce que vous devez. » Le métal était froid contre ma peau, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, comme un menotte. Je voulais l'arracher, le jeter à travers la pièce, mais quelque chose m'arrêtait. Peut-être la façon dont ses doigts s'attardèrent un laps de temps trop long sur mon pouls, peut-être le scintillement de quelque chose de presque humain dans ses yeux, ou peut-être cette pensée lancinante et terrible qu'il disait la vérité. Adrien recula, sa voix devenant plus formelle. « Vous aurez des choix bientôt, mais d'abord, écoutez, vous apprendrez. Vous déciderez si vous revendiquez votre nom ou l'abandonnez pour toujours. Et si je l'abandonne ?» Ma voix était à peine un murmure. Il sourit faiblement, bien qu'il n'y ait aucune chaleur dans ce sourire. « Alors vous découvrirez que s'éloigner n'est pas si facile. Votre père a essayé, il a échoué. Vous n'aurez peut-être pas la même chance. » Les mots se posèrent lourdement dans la pièce, plus lourdement que le silence qui suivit. Et dans ce silence, je réalisais quelque chose de terrifiant. Je n'étais pas seulement entré dans la maison d'Adrien Moretti, j'étais entré dans l'ombre de mon père. Le solarium était fait de verre et de fer, une cathédrale de lumière solaire qui inondait la pièce de toutes parts. Même en novembre, et malgré les nuages persistants après la tempête, l'espace rayonnait. Des plantes y prospéraient, luxuriantes et tropicales, une jungle secrète au cœur de Chicago. Au fond, une table était dressée, nappe blanche, verres en cristal, une chaise solitaire attendant en face d'Adrien Moretti. J'hésitais dans l'embrasure de la porte, mes pas vacillants. Le sol brillait comme de la pierre polie sous mes chaussures empruntées. Mon propre reflet me renvoyait l'image d'une femme petite et tremblante. « Émilie, » dit Adrien, se levant de sa chaise avec une courtoisie d'antan. « Venez vous asseoir. » Chaque instinct hurlait en moi de faire demi-tour, de courir, de me jeter contre les portes verrouillées jusqu'à ce qu'elles cèdent. Mais ses yeux maintenaient les miens, fermes, inébranlables, me tirant en avant comme une marée que je ne pouvais combattre. Je m'assis. Un serveur apparut comme par enchantement, déposant des assiettes que je n'avais pas vu apporter, du saumon, de fines herbes, de la nourriture qui ressemblait à de l'art comparée aux plats gras du restaurant où je travaillais. Je n'y touchais pas. Adrien coupait sa nourriture avec des mouvements précis, comme si chaque geste était délibéré. « Vous devez avoir faim. »« Je n'ai pas faim. » Ma voix était plus acérée que je ne l'avais voulu. « La peur coupe l'appétit, » dit-il calmement. Mais finalement, la faim l'emporte. Je serrai le bord de la table. « Dites-moi pourquoi je suis ici. » Son regard glissa vers le bracelet à mon poignet, puis revint vers mon visage. « Parce que vous n'êtes pas Émilie Carter, serveuse. Vous êtes Émilie Carter, son héritière. » « Je ne veux être l'héritière de personne, » rétorquai-je sèchement. « Je veux récupérer ma vie. » « Quelle vie ?» Son ton s'aiguisa, juste assez pour blesser. « Celle où vous faisiez 2 services et vous effondriez sur votre canapé, celle où vos voisins ne connaissaient pas votre nom, celle où la pneumonie a failli vous tuer dans la rue. » Une rougeur me monta aux joues. Au moins, c'était la mienne. Il se pencha en arrière, m'observant. « Et si vous n'aviez pas le luxe du choix ?» Je me figeai. « Il y a des hommes, continua-t-il, sa voix basse et mesurée,
qui donnerait n'importe quoi pour savoir ce que je sais déjà. Que la lignée de James Carter n'a pas pris fin avec lui. Que sa fille marche dans cette ville, qu'elle porte son nom, son héritage, ses dettes. Les mots tombèrent comme des pierres. Des familles rivales, murmurai-je. Adrien inclina légèrement la tête, un signe de reconnaissance sans détail. S'ils vous découvrent, sans protection, ils ne vous offriront ni drap de soie, ni remède. Ils vous utiliseront, vous briseront ou vous enterreront. Mes mains tremblèrent sur mes genoux. Vous mentez, dis-je, mais la conviction n'y était pas. Il fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des clichés de surveillance granuleuse. Moi sortant du restaurant, moi attendant à l'arrêt de bus, moi ouvrant la porte de mon appartement. Mon souffle se coupa. « Ils vous cherchent déjà », dit Adrien doucement, et il ne joue pas gentiment. Je repoussai le dossier vers lui. « Pourquoi me montrer cela ? Pour vous effrayer, pour vous donner de la clarté, répondit-il. Vous avez 2 chemins, ses yeux rivés sur les miens. Revendiquez votre héritage. Entraînez-vous sous ma direction. Prenez la place qui vous revient, celle que votre père a abandonnée. Avec ma protection, vous vivrez. Plus que vivre, vous exercerez un pouvoir. Les mots s'enroulèrent autour de moi, lourds, séduisants, terrifiants. Et l'autre chemin, forçai-je. Vous y renoncez publiquement, officiellement. Transférez-moi tous les droits, toutes les revendications. J'absorberai ce qui reste des avoirs des Carter. En échange, je vous donnerai une nouvelle identité, une nouvelle vie, loin de Chicago. Vous serez en sécurité, à l'aise, oublié. Exilé. Le mot avait un goût de cendre. « Et si je ne choisis ni l'un ni l'autre » demandai-je, bien que je craignisse déjà la réponse. Le regard d'Adrien ne vacilla pas. « Alors vous partirez d'ici sans protection, chaque famille de cette ville connaissant votre nom. 3 jours, c'est le temps que vous survivriez. » Le silence s'abattit sur la table. Je voulais lui crier dessus, le traiter de menteur, l'accuser d'avoir inventé tout ce cauchemar. Mais les photographies dans ce dossier étaient si réelles. Le bracelet à mon poignet était réel. La façon dont il parlait, calme, sûr, impitoyable, était réelle. Ma poitrine me faisait mal. Pourquoi moi ? Pourquoi vous en souciez-vous ? Pour la première fois, son expression vacilla, quelque chose de presque humain traversant ses yeux. Parce que le sang nous lie tous, Émilie, dit-il doucement. Votre père était mon frère à tous égards, sauf par le sang, et quand il est parti, il a emporté quelque chose que je ne pourrai jamais vous pardonner. L'air quitta mes poumons. Moi ? Le regard d'Adrien s'assombrit. Vous n'avez jamais été destiné à être invisible. Je ne pouvais plus respirer, plus penser. Le bracelet semblait plus lourd que jamais, les saphirs mordant ma peau comme des chaînes. Je voulais l'arracher, mais quand je levai les yeux, Adrien me regardait toujours, patient, certain, comme s'il savait déjà quel chemin je choisirais. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Non pas mal, comme tout ici était mal. Les portes verrouillées, le personnel qui ne croisait jamais mon regard, le bracelet que je ne pouvais m'empêcher de toucher. C'était différent. Au moment où je me suis réveillé, j'ai remarqué les livres soigneusement empilés sur une étagère. Mes livres, des paperbacks cornés que j'avais achetés d'occasion, leur dos fendu, leurs pages tachées de café. Je me suis redressé brusquement, la poitrine serrée. J'ai scanné la pièce. Sur la commode, la courte pointe de ma grand-mère, délavée et effilochée, parfaitement pliée. Sur le bureau, ma tasse ébréchée avec le logo fané du restaurant. Dans le coin, le sac de sport que j'avais glissé sous mon lit à Westfield, dézippé et vidé de ses vêtements. Ils étaient entrés dans mon appartement. J'ai jeté les couvertures et me suis précipité vers le sac, le cœur battant. À l'intérieur, tout était là. Mon portefeuille, mon téléphone rudimentaire, ce petit porte-clés orné d'un spray au poivre. Étrangement, rien ne manquait, ce qui rendait la situation encore plus insoutenable. Ils n'avaient rien dérobé, et pourtant, ils avaient tout pris. La porte s'ouvrit avant même que j'aie pu assimiler la réalité. C'était Madame Langston, son visage toujours empreint d'un calme imperturbable. « Je vois que vous avez remarqué, » commenta-t-elle, son regard effleurant les livres, la courte pointe, la tasse. « Monsieur Moretti pensait que vous seriez plus à l'aise dans un environnement familier. » Ma voix se brisa. « Vous avez forcé l'entrée de mon appartement. Vous avez fouillé mes affaires. Ce n'est pas du réconfort. C'est une intrusion. » Ses yeux s'adoucirent légèrement. « Vous n'aurez plus besoin d'y retourner. Votre bail a déjà été géré. »« Géré » répétai-je, la bile montant à ma gorge. « Vous voulez dire payé, annulé ? Vous n'en aviez pas le droit. » Elle murmura. « Vous comprendrez avec le temps. »
L'envie me prit de crier, de jeter tous les livres de l'étagère, de lancer la courte pointe dans le feu, juste pour leur prouver que cet endroit ne pouvait pas engloutir mon identité. Mais mon corps me trahissait encore, faible, épuisé, vidé par trop d'émotions. Madame Langston déposa un plateau sur la table, des toasts, du thé, du miel. Mon estomac gargouilla malgré mon regard furieux. « Mangez, dit-elle simplement. Vous aurez besoin de force. » « Pourquoi faire ?» exigeai-je. Son silence fut une réponse suffisante. Quand elle partit, je fis les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage. Mes propres objets me semblaient étrangers ici, comme s'ils avaient été volés, non pas de mon appartement, mais de ma vie. Rien n'avait plus sa place, ni les murs de soie, ni la tasse ébréchée, ni même moi. Je pressais mon front contre la froide vitre de la fenêtre. Les jardins s'étendaient en contrebas, parfaitement entretenus, délimités par de hauts murs infranchissables. Au-delà du scintillement lointain de la rivière Chicago, quelque part au loin, le monde continuait sa course. Les restaurants ouvraient, les bus grondaient, les gens se plaignaient de la pluie, ignorant la chance qu'ils avaient d'être libres. Un son me ramena à la réalité. Un faible murmure. Des voix dans le couloir, devant ma porte. Je retins mon souffle, écoutant attentivement. Je sais déjà qu'elle est ici. Ces mots firent courir un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale. Les familles sont agitées. Si elle confirme qu'elle est vivante, Moretti ne les laissera pas l'approcher, pas tant qu'elle est sous son toit. Le silence, puis des pas qui s'éloignaient. Mon pouls battait la chamade. Il parlait de moi, des familles rivales. Le danger dont Adrienne m'avait averti n'était pas lointain. Il rôdait déjà. Je me rassis sur le lit, serrant le bracelet comme s'il pouvait me servir de bouée. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, ce n'était pas Madame Langston, mais Adrien. Il entra, son costume aussi impeccable que celui de la veille, ses yeux plus perçants, plus sombres. Il me regarda, puis mes livres, ma courte pointe, la tasse sur le bureau. « Vous avez apporté mes affaires ici, » dis-je avant qu'il ne puisse parler. Ma voix tremblait de colère. « Oui, » admit-il. « Je veux que vous vous sentiez chez vous. Ce n'est pas ma maison. » Il m'étudia, indifférent au venin teinté dans mes paroles. « Ce le sera avec le temps. Vous n'avez pas le droit d'en décider. » Son regard se fixa sur le mien, stable, implacable. « Émilie, tout ce qui touche à votre vie est déjà en mouvement. Que vous l'acceptiez ou non, les familles savent qui vous êtes. Elles observent, elles attendent. Et si vous sortez de ces murs, sans protection, vous ne survivrez pas. » Ces mots faisaient écho au murmure que j'avais surpris, et l'appréhension se répandit, froide et lourde, dans ma poitrine. Mes mains tremblaient, tandis que je serrais plus fort le bracelet. « Alors c'est ça, je suis piégé ici jusqu'à ce que je devienne ce que vous voulez que je sois. » L'expression d'Adrien ne changea pas, mais ses yeux s'assombrirent. « Pas ce que je veux, ce que vous êtes né pour être. » La pièce me semblait plus petite, les murs se rapprochant, le bracelet brûlant contre ma peau. Et pour la première fois, je réalisais qu'il n'exagérait pas. Le monde extérieur connaissait déjà mon nom. Le bracelet me brûlait la peau comme s'il avait sa propre pulsation. Je restais assise sur le bord du lit, essayant de respirer, mais les murs se resserraient. Le silence pesait lourdement. Dehors, les jardins demeuraient immobiles, trempés par l'orage. Et pourtant, je sentais des regards posés sur moi, de partout. La porte s'entr'ouvrit sans un coup frappé. Adrien Moretti remplissait l'encadrement. Il n'avait pas besoin de parler. Sa seule présence suffisait à modifier l'atmosphère de la pièce. Il jeta un coup d'œil aux livres soigneusement rangés, à la courte pointe pliée sur le lit, au sac de sport vidé dans un coin. Ses yeux revinrent sur moi. « Vous détestez que je les ai amenés ici, » dit-il calmement. J'avalai ma salive. « Ils sont à moi. Ils n'ont pas leur place ici. Rien de tout cela n'a sa place ici. » Il entra, refermant la porte derrière lui d'un clic sourd. « Et pourtant, ils sont là. Vous êtes là. » Mon souffle se coupa, vif et coléreux. « Je n'ai pas choisi cela, n'est-ce pas ?» Son ton n'était pas moqueur, mais d'un calme exaspérant. « Vous êtes monté dans ma voiture, vous avez franchi ma porte. Vous n'avez pas lutté quand les grilles se sont refermées. J'étais glacé, j'étais malade. Je pensais que j'allais mourir dehors. » Son regard s'adoucit presque imperceptiblement, et, si je ne vous avais pas arrêté, vous auriez pu l'être. Le feu en moi vacilla, car la vérité pesait lourdement entre nous. Une partie de moi avait été reconnaissante quand cette porte s'était ouverte, quand la chaleur avait remplacé la tempête. Je secouai la tête violemment. Vous ne pouvez pas déformer la situation. Vous avez fait de moi une prisonnière. Adrien s'approcha. Il ne se déplaçait pas comme les autres hommes, sans pas inutile, sans hésitation.
Il s'assit sur la chaise en face de moi, les coudes légèrement posés sur les genoux, les yeux rivés sur les miens. « Vous sentez-vous prisonnière, Émilie » Sa voix était douce, persuasive. « Oui » rétorquai-je instantanément, bien que mon cœur batte d'incertitude. Sa bouche esquissa une courbe, pas tout à fait un sourire, et pourtant, pas de chaîne, pas de barreaux. Vous vous promenez dans ces couloirs, vous mangez à ma table, vous dormez dans de la soie. Est-ce une prison ou une protection? La question pendait entre nous comme une lame. Ma gorge se serra. Pourquoi cela vous importe-t-il? Il se pencha en arrière, m'étudiant comme si j'étais une énigme que seul lui pouvait résoudre. Parce que votre père comptait pour moi, parce que vous comptez. Je ris, un rire sec et amer, bien que le son se brisât dans ma poitrine. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez, dit-il doucement. Un silence s'étira, lourd de vérité tacite. Mon pouls s'accéléra. Ses yeux ne scièrent pas, sombres et stables, m'attirant comme un courant auquel je ne pouvais résister. Et puis, sans prévenir, il tendit la main. Ses doigts effleurèrent mon poignet, juste au-dessus du bracelet. Le contact fut électrique, un feu remontant mon bras. Je me retirai, le souffle coupé. Ne faites pas ça. Mais le mal était fait. L'étincelle persistait, chaude et dangereuse, comme si une partie de moi avait trahi le reste. Je ne veux pas être ici, murmurai-je, bien que ces mots sonnent creux même à mes propres oreilles. Vous ne voulez pas admettre que vous avez votre place ici, corrigea-t-il. Avant que je puisse répliquer, un son déchira l'air, un craquement aigu, du verre brisé. Puis un autre, plus fort, plus proche. L'expression d'Adrien se durcit instantanément. Il se leva d'un mouvement fluide, son calme remplacé par une concentration mortelle. « Restez ici !» ordonna-t-il. Ma poitrine se serra. Que se passe-t-il? Un autre son, cette fois-ci méprise. Des coups de feu. Le mur trembla légèrement, un lustre s'entrechoquant au-dessus de ma tête. Quelque part dans le couloir, des voix aboyaient chez des ordres. Des pas lourds résonnaient sur le marbre. Adrien était déjà à la porte quand Dimitri apparut. Un pistolet à la main, son expression sculptée dans la pierre. « Brèche dans l'allée », dit Dimitri, son accent épais, haché. Deux véhicules à la grille, ils sont armés. Mon sang se glaça, des véhicules armés en approche. La mâchoire d'Adrien se serra. « Emmenez-la en bas. » Les yeux de Dimitri se posèrent sur moi, illisibles maintenant. Non, je titubais, la panique me serrant la gorge. Que se passe-t-il? Qui sont ces familles? Adrien me coupa, sa voix tranchante, impitoyable. Elles sont venues pour vous, mes genoux faillirent se plier. Pour moi? Bougez, aboya Dimitri, traversant la pièce en deux enjambées. Sa main se referma sur mon bras, non pas cruellement, mais avec une poigne de fer. Le regard d'Adrien se fixa sur le mien, sombre et brûlant. Ne le combattez pas, ne fuyez pas. Vous vivrez si vous écoutez. Puis, il disparut, s'engouffrant dans le couloir en direction des tirs. Dimitri me tira hors de la pièce, sa poigne de fer autour de mon bras. Le manoir, qui avait semblé si silencieux auparavant, rugissait maintenant de chaos, des bottes martelant le sol, des cris résonnants, le son lointain des coups de feu ricochant sur les murs de pierre. « Où allons-nous » demandai-je, ma voix aiguë. « Salle sécurisée » marmonna Dimitri. « Sous-sol » Je trébuchais dans le couloir, manquant de m'emmêler dans la longue traîne en soie de la robe empruntée que je portais. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, chaque battement plus fort que le précédent. Alors que nous tournions un coin, j'aperçus à travers une haute fenêtre des silhouettes vêtues de noir qui franchissaient le mur extérieur, des armes étincelant dans la faible lumière. Mon estomac se serra. Ils n'étaient pas après Adrien. Ils n'étaient pas après son empire. Ils étaient après moi. Dimitri me poussa dans un escalier, chaque marche résonnant comme le tonnerre. L'air devint plus froid, plus humide, les murs se rétrécissant. Nous atteignîmes une porte en acier au bout du couloir. Dimitri composa un code, le verrou se déclipsant. Il me poussa à l'intérieur. La pièce était sombre, des murs dépouillés, un lit de camp, des étagères remplies de provisions. Pas de fenêtre, seulement le silence. « Restez !» ordonna Dimitri, se retournant déjà vers le chaos. « Attendez !» Ma voix se brisa. « Et Adrien ?» Dimitri marqua une pause, sa main sur la porte. Son expression ne s'adoucit pas, mais ses yeux contenaient vite quelque chose que je ne pouvais nommer. « S'il tombe, » dit Dimitri calmement, « rien de cela n'aura d'importance. » La porte se referma. Le verrou s'engagea avec une finalité qui me coupa le souffle. Seule, tremblante, je m'affalais sur le lit de camp, serrant le bracelet à mon poignet. Les sons d'en haut, coups de feu, cris, le fracas du verre brisé,
résonnaient faiblement à travers le plancher. Chacun d'eux me rappelait que mon monde n'était plus le mien. Adrien m'avait prévenu, les familles n'attendraient pas. Et maintenant, elles étaient là. Le silence était le plus terrible. Ce n'était pas un silence absolu, pas vraiment. La pièce bourdonnait légèrement de ventilation, et au-dessus de moi, des bruits sourds lointains secouaient le plafond comme des poings rageurs, frappant sur un couvercle de cercueil. Mais comparé au chaos dans lequel je venais d'être traîné, les cris, les coups de feu, le fracas du verre, ce sous-sol ressemblait à la tombe elle-même. Je me recroquevillais sur le lit de camp, les bras enroulés autour de mes genoux, chaque muscle de mon corps tendu à tel point que je craignais de rompre. Ma gorge me brûlait du besoin de crier, mais ma voix restait piégée en moi. Mon attention se fixa sur le bracelet. Les saphirs miroitaient d'eau faiblement dans la pénombre, et la gravure, Carter, captait chaque lueur. Il semblait délicat, fragile, comme s'il devait appartenir à une aïeule ou être précieusement conservé dans un musée. Pourtant, il me pesait comme du fer. Je le tordais et le retournais, comme si je pouvais en extraire la vérité de ce métal froid. Dehors, les voix devenaient plus distinctes, plus proches. J'entendis des ordres aboyer dans une langue inconnue, du russe peut-être, ou quelque chose de plus âpre, gorgé de consonnes et de fureur. Puis à nouveau des coups de feu, plus sonores. Je sursautais si violemment que je tombais du petit lit, le sol en béton percutant mes genoux. Je plaquais mes paumes sur mes oreilles, le cœur battant à tout rompre, mais le bruit continuait, coup après coup, des détonations sèches. Puis le silence, qui dura des minutes, voire des heures. Le temps avait perdu toute signification. Mon esprit s'évada vers mon ancien appartement, la peinture écaillée du miroir de la salle de bain, le radiateur qui sifflait comme s'il était animé, l'odeur de moisissure imprégnant les murs à chaque pluie. Cet endroit avait été un enfer, mais il avait été mien. Et me voilà, captif dans une cage d'acier, attendant qu'un inconnu décide de mon sort. C'est la faute de ton père. La pensée s'imposa, amère et intrusive. Il est parti, il a fui, et maintenant, tu es pourchassé pour des dettes que tu n'as jamais contractées. Mes yeux se brouillèrent de larmes, mais je refusais de les laisser couler. Si les murs avaient des oreilles, et au fond de moi, je savais qu'ils en avaient, je ne donnerais pas à Adrian la satisfaction de me voir flancher. Puis, le silence. Non pas le chaos étouffé auquel je m'étais habitué, non pas les pas sourds à l'étage, juste l'immobilité. Ma poitrine se serra. Le silence pouvait annoncer la victoire, ou la mort. La serrure tourna. Je reculai en 4e vitesse, le cœur cognant la chamade. La porte d'acier s'ouvrit. Adrian se tenait là, encadré par l'embrasure. Sa chemise blanche était maculée, des traînées de sang que je ne parvenais pas à distinguer si elles étaient siennes ou non. Sa veste de costume avait disparu, sa cravate jetée. Son visage portait une coupure le long de l'os de la joue, la peau à vif et rougie. Mais ses yeux brillaient d'une intensité inégalée. Il entra et referma la porte derrière lui. L'atmosphère changea instantanément. « Tu es vivant », murmurai-je, détestant la vague de soulagement qui m'envahissait. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. « En doutais-tu » Ma voix se brisa. « Ils étaient là pour moi, n'est-ce pas » Son silence fut la seule réponse. Je serrai le bord du lit si fort que mes jointures blanchirent. Pourquoi moi? Pourquoi prendre un tel risque pour moi? Adrian s'accroupit, ses mains ensanglantées posées lâchement sur ses genoux, son regard à la même hauteur que le mien. Même blessé, même éreinté, il dégageait un contrôle absolu. Parce que ton nom n'est pas Carter, c'est Carter. Et les noms, dans notre monde, sont plus dangereux que les balles. Je secouai violemment la tête. Cela n'explique pas pourquoi ils veulent ma mort. Ils ne veulent pas ta mort, dit Adrian doucement, et cette révélation, étrangement, était pire. Ils veulent te posséder, réclamer ce que tu représentes, faire de toi un pion. Je ne suis pas. Tu l'es, me coupa-t-il, la voix sèche. Que tu l'acceptes ou non, le sang ne demande pas. Le sang commande. Le bracelet scintilla entre nous. Il tendit la main, le frôla d'un doigt, y laissant une trace écarlate. Ton père a essayé d'effacer ça. Il a fui. Il pensait pouvoir se libérer. Mais les vieilles dettes ne disparaissent pas, Émilie. Elles rapportent des intérêts. Ma gorge se serra. Quelle dette? Qu'a-t-il fait? La mâchoire d'Adrian se contracta. Pour la première fois, j'aperçus une hésitation dans ses yeux. Il a volé quelque chose. Quoi? Le regard d'Adrian s'assombrit, impénétrable. Ce n'est pas pour ce soir. Je voulais hurler, le secouer jusqu'à ce que la vérité éclate. Mais je ne pouvais détourner mes yeux de lui, de sa chemise tachée de sang, de ses mains abîmées,
de la légère cicatrice au-dessus de son sourcil. Il ressemblait à un homme qui venait de tuer pour moi. Un homme qui le referait sans hésiter. La peur se mêlait à autre chose, quelque chose de plus ardent, de plus dangereux. Je me détestais de ressentir cela. Adrian se leva lentement, son ombre s'étirant dans la pièce. « Repose-toi, Émilie. Demain, je t'en dirai plus. » Il se dirigea vers la porte. « Attendez !» Ma voix était à peine audible. « Et si je ne veux pas savoir ?» Il fit une pause, la main sur la poignée. Il ne se retourna pas quand il prononça « Alors, l'ignorance t'enterrera plus vite que n'importe quelle balle. » La porte se referma, et pour la première fois, je compris. La tempête à l'extérieur du manoir n'avait pas cessé. Elle ne faisait que commencer. Je ne dormis pas cette nuit-là. Même après que les bruits de la bataille se soient estompés, après que les cris et les coups de feu soient devenus des fantômes dans les murs de pierre, je restais allongé sur le lit, fixant le plafond de la pièce sécurisée. Le silence était pire que le chaos. Il laissait les questions s'infiltrer. Au matin, lorsque la porte d'acier s'ouvrit, mon corps était raide, mon esprit à vif. Dimitri se tenait là, son expression impénétrable, un hématome gonflant sous ses yeux. Il ne dit rien, se contentant de me faire signe de le suivre. Mes jambes pesaient 1 tonne en montant les escaliers. Le manoir portait des cicatrices, des éclats de verre, des impacts de balles gravés dans le plâtre, l'odeur de la poudre à canon tissée dans l'air. Le personnel se déplaçait silencieusement au milieu du carnage, nettoyant comme si la guerre était une routine. Dimitri me reconduisit au salon. La lumière du soleil se déversait à travers le plafond de verre, doré et impitoyable. La même table d'avant attendait, mais cette fois-ci, une seule chaise se trouvait en face d'Adrian. Il était déjà là, vêtu d'un costume sombre, impeccable, comme si le sang de la nuit précédente ne l'avait jamais touché. Seule la coupure le long de sa pommette subsistait, maintenant soigneusement suturée, un rappel qu'il avait combattu et survécu. « Asseyez-vous » dit-il, sa voix calme, mais absolue. J'obéis, bien que chaque muscle hurlât de protestation. Pendant un long moment, il ne dit rien. Il versa du vin dans un verre de cristal, le son sec dans le silence. Puis, il le fit glisser vers moi. Je n'y touchais pas. « Vous pensez que je suis votre ravisseur ?» dit-il finalement, ses yeux fixés sur les miens. « Mais la vérité est plus simple. Je suis la seule barrière entre vous et les personnes qui vous déchireraient pour ce que votre nom signifie. » Ma gorge se serra. « Alors laissez-moi partir. Rendez-moi ma vie. Vous n'avez plus de vie où retourner. » Son ton coupait comme de l'acier. « Votre appartement est à vider. Votre poste est déjà pourvu. Les familles où connaissent votre nom. Pensez-vous pouvoir vous cacher en faisant la serveuse et en prenant le bus maintenant ?» La colère éclata, brûlante dans ma poitrine. « Ce n'était pas votre décision à prendre. »« Non, » concéda-t-il en se penchant en arrière. « C'était celle de votre père, il y a des années, lorsqu'il a fui. Et c'était la mienne la nuit où je vous ai tiré de la pluie. Ce qui reste, c'est votre choix. » Ses yeux s'assombrirent. « Votre destin. » Les mots se logérissent dans ma poitrine comme une pierre. « Vous pouvez renoncer au nom Carter. J'organiserai votre disparition à New City. Nouveaux papiers, un compte bancaire qui vous mettrait à l'aise jusqu'à votre mort. Vous vivrez, Émilie, tranquillement, seule, toujours sur le qui-vive. » Je fermai les yeux. L'image de l'exil se formait trop clairement. Un petit appartement, un autre radiateur qui sifflait, un autre emploi où je souriais pour les pourboires. Mais cette fois-ci avec des ombres à chaque coin de rue, me demandant si on m'avait trouvé. « Et l'autre option ?» demandai-je d'une voix faible. Le regard d'Adrian s'aiguisa. « Tu restes, tu apprends, tu réclames ce qui est à toi, tu prends ta place à mes côtés, et les familles s'inclineront devant ton nom au lieu de le traquer. » La pièce vacilla, mon pouls gronda dans mes oreilles. « Vous voulez que je devienne comme vous ?» murmurai-je. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. « Non, deviens plus que moi. » Je secouai violemment la tête. « Je ne veux pas de pouvoir, je ne veux rien de tout ça. » « Ne le voulez-vous pas ?» Sa voix était basse, dangereuse. « Ne voulez-vous pas arrêter de lutter, ne plus jamais compter les centimes pour le loyer, ne plus jamais rentrer chez vous sous la pluie, invisible, oublié ?» Ma poitrine se souleva et retomba par saccades. Car oui, que Dieu me pardonne. Oui, une partie de moi le voulait. Adrian se leva lentement, contournant la table jusqu'à se tenir derrière moi. Je me raidis lorsque sa main effleura mon épaule, légère mais brûlante. « Tu me crains ?» murmura-t-il, son souffle chaud contre mon oreille. « Mais tu sais aussi… » Ses doigts glissèrent le long de mon bras, s'arrêtant juste au-dessus du bracelet. « Que personne ne t'a jamais vu comme moi. » Je frissonnai, prise entre l'envie de reculer et celle de me pencher en arrière contre son contact.
Adrian, ma voix était à peine un murmure. Il se pencha plus près, ses lèvres près de ma tempe. Dis le mot et j'effacerai tout. Tu te réveilleras demain dans un avion pour une autre vie. Pas de bracelet, pas de nom, pas de chaîne. Je me retournai, mon visage à quelques centimètres du sien. Ses yeux brûlaient, sombres et infinis, m'attirant. « Et si je reste » demandai-je. Ses lèvres s'incurvèrent dans un sourire à peine perceptible. « Alors tu deviens le feu. » L'espace entre nous pulsait. Mon corps se pencha en avant que mon esprit ne puisse l'arrêter. Mes lèvres s'entr'ouvrant avec le souffle que je ne pouvais retenir. Sa main inclina mon menton, lent, délibéré. Le monde se réduisit à l'effleurement de son pouce sur ma peau, la proximité de sa bouche, l'électricité jaillissant dans l'air entre nous. Puis, il recula. La perte fut une blessure. « Tu n'es pas prête, » dit-il doucement, bien que ses yeux trahissent une tempête. « Quand tu décideras, ce devra être avec certitude, car une fois que tu auras choisi, il n'y aura plus de retour en arrière. » Il s'éloigna, me laissant tremblante sur la chaise, ma peau toujours brûlante là où il m'avait touché. Pour la première fois, je compris ce qui me terrifiait le plus. Ce n'étaient pas les familles à l'extérieur, ce n'étaient pas les dettes que mon père avait laissées. C'était la possibilité que je puisse choisir Adrian, non par peur, mais par quelque chose de bien plus dangereux. Le manoir ne trembla pas cette fois. Il rugit. La nuit s'ouvrit sur le staccato des mitrailleuses, les fenêtres s'entrechoquant dans leur cadre comme si la maison elle-même craignait l'effondrement. Je me réveillai le cœur serré, le bracelet lourd à mon poignet, le goût de la fumée déjà dans l'air. Puis vinrent les voix, des cris dans le couloir, les ordres aboyés de Dimitri, le claquement inimitable des balles traversant le marbre. Je trébuchai hors du lit alors que la porte s'ouvrait en fracas. Dimitri fit irruption, son pistolet dégainé, le visage sombre. « Ils sont là !» claqua-t-il. L'aile est entière et brisée. Mon sang se figea. « Encore ? Pas encore !» dit-il, me tirant par le bras. « C'est la guerre. » Le couloir extérieur était le chaos. Des hommes en costume noir se déplaçaient avec une précision brutale, ripostant alors que des ombres jaillissaient des fenêtres brisées. L'odeur âcre de la poudre brûlait ma gorge. Plus profondément dans l'habitation, les flammes léchaient les rideaux, crépitant comme des rires sinistres. La demeure d'Adrien, cette forteresse que je pensais imprenable, était en train de s'effondrer. Dimitri me tira vers l'escalier, mais mon corps refusait d'obtempérer. Mes jambes se raidirent, ma voix se brisa, tandis que je hurlais par-dessus les coups de feu. « Où est-il » Dimitri ne répondit pas. « Où est Adrien » répétai-je, mes mots résonnant dans le vacarme. Comme invoqué, une silhouette émergea de la fumée à l'extrémité du couloir. Il semblait sculpté dans le chaos, sa chemise déchirée, du sang maculant son flanc, un pistolet à la main. Sa présence exerçait une force d'attraction singulière, me tirant vers lui-même alors que le monde se disloquait autour de nous. Émilie, mon nom prononcé par ses lèvres, fut un ordre, un plaidoyer, une promesse. Il tira 2 fois sans ralentir son pas. 2 hommes s'effondrèrent avant même de pouvoir lever leurs armes. Lorsqu'il m'atteignit, sa main s'agrippa à mon bras avec l'intensité d'une brûlure. « Tu devrais être en bas !» grogna-t-il, les yeux flamboyants. « Je ne me cacherai pas !» répliquai-je, ma voix tremblante mais audible. « Plus maintenant. Ce n'est pas ton combat. C'est déjà le mien, répondis-je, parce que je le choisis, parce que je te choisis. » Pendant un instant, la fureur dans ses yeux s'estompa. Son souffle se coupa, sa mâchoire se serra, et dans ce bref silence, la vérité brûla plus intensément que les flammes. Il se souciait de moi, assez pour saigner, pour se battre, pour se déchaîner pour moi. Puis le couloir explosa. Une grenade roula sur le marbre avec un cliquetis. Adrien jura, me poussant violemment contre la poitrine de Dimitri, alors que l'explosion déchirait le monde. La chaleur me brûla la peau. Le verre pleuvait comme des éclats de couteau et le couloir s'emplit de feu. Je hurlai son nom, mais la fumée l'engloutit entièrement. Les bras de Dimitri me maintinrent captive, me traînant vers la cage d'escalier. Il me somma de ne pas y aller, mais je luttais de toutes mes forces. Je ne le laisserai pas. À travers le brouillard, je le vis, Adrien, se relevant des décombres, du sang s'écoulant d'une nouvelle entaille sur sa tempe. Il chancela, puis se redressa, son arme levée, sa volonté intacte. Je me libérai de Dimitri et courus vers lui. Des balles sifflèrent, l'une brisant un miroir, une autre projetant des étincelles sur la pierre près de mes pieds. Je m'en moquai. Mon corps avançait avant que la peur ne puisse me paralyser. Lorsque je l'atteignis, mes mains trouvèrent son visage chaud de sang et de feu. « Tu ne peux pas faire ça seul !» suffoquai-je. Sa main serra la mienne, farouche, inébranlable.
Je n'ai jamais été seul, dit-il. Ces mots brisèrent le dernier mur entre nous. Sa bouche s'écrasa sur la mienne, rugueuse et désespérée. Un baiser né non pas de la romance, mais de la survie, de la fureur, du besoin. Le monde brûlait autour de nous, et pourtant la seule chose que je ressentais était lui. Son souffle, son étreinte, sa fougue. Quand il se détacha, son front pressé contre le mien, sa voix était rauque. Maintenant, tu es à moi, dans la vie comme dans la mort. Avant que je puisse répondre, le cri de Dimitri transperça la fumée. Il recule! Les coups de feu s'estompèrent, puis cessèrent. La dernière silhouette masquée recula dans la nuit, laissant derrière elle le silence et la ruine. L'aile était détruite et l'air sentait le sang et la cendre. Le manoir gémissait comme pour pleurer ses blessures, et Adrien vacilla. Mes bras se tendirent si prestement, le rattrapant alors que ses genoux fléchissaient. Son poids m'entraînait vers le bas, mais je refusais de le laisser tomber. Son sang s'imprégna dans mes vêtements empruntés, chauds et infinis. « Adrien, suppliai-je, ma voix brisée, reste avec moi. » Ses yeux trouvèrent les miens à travers le brouillard, sombres et lourds. Sa main se leva faiblement, effleurant le bracelet à mon poignet. « Tu as choisi, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Tu t'en souviens ?» Puis ses yeux se fermèrent. Je hurlai son nom, le serrant contre moi, tandis que Dimitri se précipitait, criant « Des médecins, des brancards, tout ce qu'il faut. » Le manoir fourmillait de ces hommes, les voix urgentes, les pas martelant le sol. Mais je n'entendais que les battements de mon cœur, frénétiques et brisés, alors que je tenais Adrien contre moi. Je l'avais choisi. Et maintenant, je devais me battre pour le maintenir en vie. La fumée persista longtemps après que les derniers coups de feu se furent tus. Elle s'accrochait au mur, s'incrustait dans les rideaux, brûlait mes poumons à chaque inspiration. Le manoir était meurtri, impact de balles et éclats de marbre, lustres brisés jonchant le sol, flammes sifflantes alors que le personnel s'affairait avec des seaux et des extincteurs. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Je ne voyais qu'Adrien, pâle et lourd dans mes bras, son sang maculant mes mains. « Reste avec moi », murmurai-je, le berçant contre moi, tandis que le chaos tourbillonnait autour de nous. « N'ose pas me quitter maintenant. » Dimitri s'agenouilla à nos côtés, pressant un chiffon sur le flanc d'Adrien. Son visage, si souvent impénétrable, se crispa d'une sorte de désespoir. « Il a besoin du docteur, et vite !» Les médecins arrivèrent, leurs voix nettes, leurs mains prestes. Ils placèrent Adrien sur une civière, mais ses doigts s'accrochaient aux miens, refusant de lâcher prise. Je trébuchais à leur côté, refusant de briser le fil fragile qui nous reliait. Ils le transportèrent dans une pièce que je n'avais jamais vue auparavant. Des murs de pierre, une longue table en chêne transformée en surface d'opération. Le docteur murmurait des ordres, tirant des fournitures de mallettes en cuir, travaillant avec une efficacité brutale. Je restais au chevet d'Adrien, ma main serrée dans la sienne, le cœur battant à tout rompre. « Émilie, » dit Dimitri derrière moi, sa voix ferme. « Tu devrais partir, cela ne sera pas. » Je ne le quitte pas. Ma voix était stable, pour une fois. Dimitri ne discuta pas. Les heures s'estompaient en minutes, ou les minutes en heures. Je ne pouvais le dire. Je ne connaissais que le son de la respiration d'Adrien, superficielle mais régulière, et la chaleur de sa main dans la mienne. Lorsque le docteur se redressa enfin, la sueur au front, il murmura « Il vivra, il est trop têtu pour ne pas le faire. » Le soulagement m'envahit si fortement que mes genoux faillirent plier. La pièce se vida, ne nous laissant seuls. Je m'assis près du lit où il l'avait allongé, repoussant les cheveux humides de son front. Dans son sommeil, il paraissait plus jeune, moins intouchable. Les traits acérés de pouvoir et de contrôle s'adoucissaient, révélant l'homme sous l'armure. Je me penchai, chuchotant dans le silence. « Tu me terrifies, Adrien Carter, et que Dieu me soit en aide. Je crois que je t'aime pour cela. » Ses yeux s'ouvrirent. Je haletais, surprise. « Tu ne devrais pas, » murmura-t-il d'une voix rauque mais vivante. « M'aimer !» Trop tard, dis-je, des larmes coulant sur mes joues. « Tu ne peux pas me dire ce que je dois ressentir. » Ses lèvres esquissèrent un sourire, faible mais réel. « Têtu comme ton père. » Je secouai la tête vivement. « Ne me compare pas à lui, » rétorquai-je. « Je reste. » Quelque chose changea alors dans son regard. Quelque chose qui n'était ni pouvoir ni contrôle, mais gratitude, émerveillement, peut-être même de la peur. « Tu t'attacherais à moi, » murmura-t-il. « À cette vie, connaissant le danger, connaissant son prix ? » « Oui, dis-je, fermement, parce que ce n'est pas le nom que je choisis, pas Carter, pas l'héritage. Je te choisis,
toi. Pour une fois, Adrien n'eut aucune réponse. Sa main se leva, tremblante, et caressa ma joue. Son pouce essuya mes larmes. « J'ai tué pour toi, » murmura-t-il. « Je brûlerai cette ville pour toi. Mais ça... » Ses yeux se fixèrent sur les miens, sombres et infinis. C'est la première fois que je vis pour quelqu'un. Mon souffle se coupa. Mon cœur martela, non de peur, mais de la vérité dans ses mots. Je me penchai, et cette fois le baiser n'était ni désespéré, ni farouche. Il était lent, tendre, le genre qui apaise au lieu de brûler. Ses lèvres avaient un goût de sel et de fumée, mais en dessous se trouvait quelque chose de pur, quelque chose de mien. Quand nous nous séparâmes, son front reposait sur le mien. « Reste », murmura-t-il. « Je le ferai, promis-je. Pas à cause du nom Carter, pas à cause de mon père, à cause de nous. » Dehors, l'aube se levait. Des lumières pâles s'infiltrèrent par les fenêtres brisées, illuminant des ruines qui semblaient moins synonymes de perte que de survie. La maison tenait toujours. Nous tenions toujours. Et pour la première fois, je ne me sentais ni piégé, ni pourchassé, mais libre. Parce que j'avais choisi, non pas l'invisibilité, non pas l'exil, non pas la peur, mais l'amour. La main d'Adrien trouva la mienne, nos doigts s'entrelaçant. Plus fort que le sang, plus fort que l'héritage, plus fort que la tempête. Et dans cette aube, parmi les cendres et le silence, je savais que quelles que soient les batailles à venir, quels que soient les secrets qui subsistaient, nous les affronterions ensemble, non pas comme prisonnières et geôliers, non pas comme héritières et protecteurs, mais comme deux âmes qui s'étaient trouvées dans le feu et refusaient de se laisser aller. Ceci conclut la première partie de cette histoire. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez entendre la deuxième partie, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi depuis quel coin du monde vous écoutez. J'adore interagir avec vous dans les commentaires. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous. Que la grâce divine vous accompagne et à très bientôt.